Vous écoutez Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M. Merci de votre fidélité, de votre présence avec nous chaque semaine ainsi que sur toutes les émissions de Radio M. Je souhaite la bienvenue à nos invités. Avec nous le journaliste Mohamed Iwanouren. Bonsoir. Avec nous également le journaliste Zohera Berkan. Bonsoir. Bonsoir. Et l'avocat Maître Abdelghani Badi devrait nous rejoindre au courant de cette émission. Alors, c'est la tradition dans cette émission. On commence toujours par l'image marquante de la semaine. Alors, nous aimerions savoir ce qui vous a marqué cette semaine. On commence avec vous, Zoher. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Incontestablement, c'est l'arrestation de Zaki Hannaj. Donc ça, c'est le choc. Je pense que ça a choqué beaucoup de monde. Même si, quelque part, on s'y attendait un peu, parce qu'il y avait des signes précurseurs. Lui-même sentait cette pression, mais on ne pensait pas que ça allait se faire aussi vite. Et donc, pratiquement la veille du 3e anniversaire. Donc, pour moi, c'est ça. Bon, il y a aussi le 22, toutes les arrestations, toutes les intimidations, etc. Mais principalement, ce qui nous a estomaqué, personnellement, moi, ce qui m'a choqué, c'est cette arrestation-là, parce qu'elle est lourde de sens. C'est-à-dire que si on s'attaque à Zaki Hannaj, c'est que demain, on peut s'attaquer à toute personne qui porterait haut la voix des détenus, parce que Zaki Hannaj, c'était surtout ça, c'était le porte-voix des détenus, le porte-voix des sans-voix. Et là, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Mohamed Iwanouren, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? C'est la place Odin, le jour du 22 février, elle était scellée. On a empêché... On a remarqué ce jour-là qu'il y avait un cordon. Un cordon, voilà. On a empêché les gens de s'arrêter. Moi-même, personnellement, les policiers m'ont empêché de prendre des photos à partir de la place Odin. Je leur ai même demandé, j'ai même demandé leur autorisation, leur accord, pour ne pas avoir d'accrochage avec eux par la suite. Un des policiers m'a répondu donc ils prennent les gens qui sortent manifester ou des citoyens d'une manière générale comme je ne sais pas quoi. Il te dit on vient de la nettoyer, de terminer le nettoyage. C'est pour voir à quel point les policiers sont chargés contre les manifestants, contre tous ceux qui protestent depuis des années, depuis 3 ans, contre l'ordre établi, contre ce régime, contre ce système politique. Voilà. Et bien sûr, donc, il y a eu, évidemment, ce qui a marqué l'actualité cette semaine, c'est le 3e anniversaire du Hirak, 22 février 2019, 22 février 2022. À la différence des deux précédents 22 février, il n'y a pas eu de manifestation dans les villes algériennes, alors qu'il y en a eu à l'occasion du 1er et du 2e anniversaire. Comment est-ce que vous expliquez cela? Est-ce que vous pensez que c'est à cause de la peur, c'est à cause du cordon de sécurité? Qu'est-ce qui a empêché les gens de marcher pour le 3e anniversaire de Hirak? Écoute, il y a 1001 raisons. D'abord, il faut se rappeler comment on finit les marches de Hirak. Dans un climat de terreur où on a eu les mois de mai et de juin, donc pratiquement presque une centaine de mandats de dépôt chaque mois, donc mois de mai, mois de juin. Donc un climat de terreur et une répression accrue qui a touché donc les principaux activistes. On a eu des symboles comme par exemple le président de SOS Bloued et d'autres encore, et des figures de Hirak, Tajadit et tout ça. Donc je pense que depuis, il y a cette peur qui s'est instaurée, avec notamment le fameux 87 bis qui criminalisait pratiquement toute, y compris une marche, c'est-à-dire on pouvait se faire embarquer lors d'une marche et se voir accoler l'article 87 bis. Mais là, si les conditions, si on veut, objectives, ont été réunies pour
pas uniquement pour le Hirak, c'est-à-dire qu'il y a mille et une raisons qui auraient permis de sortir aujourd'hui. Les conditions subjectives, à mon avis, ne l'étaient pas. C'est-à-dire que cette peur qu'on a fait naître chez les gens, et puis il y a eu à mon avis, un élément déclencheur, enfin plutôt inhibiteur, c'est Kharrata. Kharrata a toujours été un prélude au 22. Mais ça fait longtemps qu'ils ont déjà arrêté tout le groupe de Kharrata. Alors, Kharrata, déjà au mois de mai, donc ils ont fait le nécessaire. Il y a une trentaine ou 35 personnes parmi les animateurs qui sont en prison. Et puis, il faut voir le dispositif qui a été déployé le 16 à Kharrata. Lequel dispositif n'a pas été déployé à Alger. À Alger, c'était plutôt un dispositif très discret, très fin, beaucoup de finesse, beaucoup de présence policière civile. D'ailleurs, même en termes de grandeur, donc si on compare avec, par exemple, 2020-2021, moi, je peux vous dire qu'en 2021, par exemple, à 10 h du matin, il y avait déjà au moins 10 fourgons de police pleins de manifestants. Cette fois-ci, on en a eu un peu moins parce que, bon, il n'y avait pas foule également. Et donc, on a eu donc une répression, peut-être avec un petit avantage, sans bastonnade, parce qu'il n'y avait pas de... Alors que précédemment... il n'y avait pas qui... Toujours est-il qu'on a quand même des présentations en ce moment même. Voilà, il n'y avait pas qui bastonnait. La question qui se pose de plus en plus, le Hirak est-il fini? Qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens qui se posent légitimement cette question, Mohamed? Bon, les gens ont le droit de se poser des questions, mais si on croit que le Hirak, c'est uniquement les manifestations du vendredi, on l'a toujours dit, je ne vois pas l'utilité encore personnellement, je ne vois pas l'utilité encore de revenir à ces manifestations. C'est bon, il y a eu ce cycle de 2 années sans arrêt de marche de vendredi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, ça s'est arrêté et il faut trouver d'autres moyens pour continuer pour maintenir ce Hirak-là, ce mouvement révolutionnaire. C'est un mouvement qui est bien sûr qui continue, qui s'inscrit dans la durée. Tant que l'Algérie n'a pas trouvé la voie pour sortir, pour passer donc à cette nouvelle République, à cette nouvelle Algérie que tout le monde espère, le Hirak n'est jamais mort, le Hirak ne mourra jamais, il continuera toujours dans le temps, même s'il marque peut-être des temps, on aura des périodes où il y aura une accalmie, mais il restera toujours dans la mémoire des Algériens et il animera toujours la scène politique, toujours le pouvoir, que ce soit le pouvoir ou les partis politiques, les acteurs politiques de manière générale en Algérie, vont toujours se positionner par rapport au Hirak, qui est pour, qui est contre le Hirak. Et vous avez ceux qui vous disent, comme Mostafa Bouchachi aussi, que le Hirak n'est pas que des manifestations. Voilà, c'est ça. Non, mais Khaled, si tu permets, moi je ne partage pas tout à fait en disant que le Hirak n'est pas que des manifestations, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait peur au pouvoir, c'est justement les manifestations. C'est que les gens sortent dans la rue. C'est ça ce qui fait peur. Maintenant, si on veut un changement, si on veut tout changement, toute révolution a besoin d'une pression de la rue. Il peut y avoir un projet politique, il peut y avoir une pression politique, par exemple, mais si elle n'est pas soutenue par un mouvement populaire, par une adhésion populaire, parce que c'est quoi une manifestation de rue? C'est l'expression d'une adhésion à quelque chose ou l'expression de l'opposition à quelque chose. Et à mon avis, c'est surtout ça, parce que autrement, rappelons-nous que, y compris Tebboune disait, moi les marches ne me font pas peur. Bon, c'était quand il y avait la reprise, mais par la suite on a vu que ça prenait de l'ampleur, c'est-à-dire ça risquait de reprendre cette ampleur qu'on avait perdue à la veille de la pandémie, parce que la pandémie est venue mettre un frein à un élan qui, à mon avis, pouvait déboucher sur quelque chose s'il n'y avait pas la pandémie. Donc il y avait une pandémie qui a un peu chamboulé l'ordre des choses. Mais le pouvoir aujourd'hui a peur des marches. Ce n'est pas pour rien que dans le 87 bis, on considère que tout changement, tout appel à un changement doit passer par des institutions. C'est-à-dire que tout ce qui est rue, tout ce qui est manifestation de rue, est à proscrire parce qu'il constitue un danger. Et
Et ça, c'est mon avis. On ne peut pas, par exemple, aujourd'hui, proposer de la transition, tout ce que vous voulez, à un pouvoir qui, lui, considère au contraire qu'il vient peut-être, il considère qu'il vient de mater. Non, je ne pense pas qu'il le pense, parce que s'il le pensait vraiment, il n'aurait pas déployé tout ce dispositif. Et il faut s'attendre dans les jours à venir à ce que ce dispositif soit aussi remis à nouveau, parce qu'il y a ce risque. On ne sait jamais. Mohamed Ouadourel, oui. D'abord, il faut s'entendre sur le fait que manifester est un droit. Donc, en principe, c'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les jours de l'année, on peut manifester. Même un petit groupe, une personne qui a des problèmes, qui a un problème à soulever ou à exprimer, a le droit d'aller se manifester dans la rue pour exprimer ses préoccupations ou revendiquer quoi que ce soit. Ce n'est pas il ne faut pas y avoir des millions ou des milliers de personnes dans la rue pour aller manifester. On peut manifester à 10, à 2, à 3, à 10. Ça reste un droit constitutionnel. On n'a pas le droit d'empêcher les Algériens de manifester. Comme je dis, l'utilité maintenant du retour des manifestations de vendredi, du Hirak, je ne vois pas l'utilité. Pourquoi? Parce qu'après 2 années, le travail a été fait. À mon avis, moi, je pense que le peuple algérien a fait l'essentiel. L'essentiel, c'est d'empêcher les projets fascistes de prendre le dessus en Algérie. Il y a eu la tentative Beddissi à Novembaria qui a été mise en échec par le Hirak. Les manifestants n'ont pas marché dans cette manœuvre. Le Hirak a refusé de se transformer en parti unique. Le Hirak a rejeté le parti unique qui est la FLN. Donc il a rejeté toute forme de parti unique, de pensée unique, toute forme de fascisme. Donc le Hirak a fait les manifestations ont fait l'essentiel. Maintenant, l'organisation de la société, l'organisation de la scène politique, la reconfiguration de la scène politique, ce n'est pas le Hirak qui va le faire, ce n'est pas en manifestant tous les vendredis ou tous les jours qu'on va régler ça. Ça, c'est un processus révolutionnaire qui est en cours, qui continue. On pourra aboutir à une reconfiguration politique d'ici une élection, d'ici une échéance électorale, d'ici les échéances électorales à venir. Peut-être d'autres échéances électorales, je ne sais pas quand est-ce que ça va aboutir d'une manière concrète, d'une manière définitive, irréversible, mais le processus, il est en cours. Et ça, ce n'est pas les manifestations qui vont le faire. Voilà. Mais est-ce qu'on peut dire qu'avons-nous perdu aujourd'hui les acquis du Hirak 3 ans après le début de la première manifestation, avec l'arrêt des manifestations? Est-ce que nous avons perdu tous les acquis aujourd'hui? Moi, à mon avis, ce qu'on a gagné, c'est pas ce qu'on a perdu. On a perdu peut-être du terrain, on a perdu le droit sur la rue, le droit de manifester, mais ce qu'on a gagné, c'est qu'il y a désormais, depuis le 22 février 2019, il y a une rupture, c'est une faille. Aujourd'hui, il y a une faille sur laquelle que toutes les promesses de ce pouvoir ne pourront combler. Et la preuve, il n'a pas les moyens, ni les capacités de le faire. Donc c'est cette rupture. Je pense que le Hirak, à un moment donné, édicté des concepts et des idées forces sur lesquels donc, il a fonctionné. Par exemple, le Yitnahaouga qui reste, bon, même si des gens ont vu dans ça donc une mise à plat faisant du passé, enfin c'est un peu le faisant du passé table rase, mais en fait, le Yitnahaouga, c'est une rupture avec un système. Et ce même système continue aujourd'hui. On le voit, les gens sont réhabilités, etc. Je pense que nous n'avons pas, enfin, pour ce que nous avons perdu, il y a surtout, moi j'y oppose ce que nous avons gagné. Nous avons gagné en maturité. Même s'il y a aujourd'hui, et c'est tout à fait normal que les gens puissent penser avec un 22, parce qu'il y a cette symbolique aussi, dans ce combat, il y a aussi le combat des symboles. Donc le fait de ne pas pouvoir manifester ce 22 a été perçu pour beaucoup comme un échec, comme un désaveu, comme plein de...
Mais sur l'essentiel, il me semble que le Hirak a gagné en conviction, en certitude, que le changement est possible, que ce soit maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, ça aboutira d'une façon ou d'une autre. Et je crois, je termine sur ça, que le plus important aujourd'hui, si on doit continuer le Hirak, le combat du Hirak doit continuer avec les 330, voire plus, de détenus. C'est ça, aujourd'hui, le vrai Hirak, c'est de libérer ces 330 détenus. On espère que Zaki Hannache ne fera pas partie de cette liste interminable des détenus d'opinion. C'est ce qui a marqué évidemment cette semaine, c'est l'arrestation de la mémoire du Hirak, ce jeune militant et lanceur d'alerte, Zaki Hannache, qui est la source la plus fiable depuis le début du Hirak en termes d'informations sur les détenus, les arrestations, les interrogatoires, les libérations. Zaki Hannache a été arrêté le 18 février chez lui, à Alger, son domicile perquisitionné, en garde à vue, une garde à vue prolongée 2 fois. Il est toujours au commissariat central. Il n'a toujours pas été présenté devant le procureur. Ça pourrait se faire demain, selon ses avocats. L'arrestation de Zaki Hannache, c'est un tournant, Mohamed Iwanouran? Non, non, je ne pense pas, parce qu'il y aura d'autres Zaki Hannache, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est Zaki Hannache. Avant, ils ont déjà arrêté beaucoup de jeunes actifs dans le Hirak. On avait pensé que c'était un tournant, mais finalement, il y a eu d'autres figures qui ont émergé. Ils les ont aussi arrêtés et ça continue. Mais l'arrestation de Zaki Hannache, elle est vraiment très expressive. Pourquoi ? Parce que Zaki Hannache aujourd'hui, il représente la mémoire de tout ce mouvement de 2 années de Hirak. Il n'a raté pratiquement aucun événement qui s'est passé dans les tribunaux. Il a répertorié tous les événements, toutes les arrestations, toutes les gardes à vue, toutes les présentations, tous les procès, tous les mandats de dépôt. Il a tout répertorié. Donc, si on va à la page Facebook de Zaki Hannache, on trouvera tout. Un chercheur qui veut faire une étude sur les détenus ou les arrestations, la répression de manière générale, il trouvera tout dans la page de Zaki Hannache. Il n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, il trouvera tout. Donc si on s'attaque à un jeune comme ça, et il a fait tout ça avec ses propres moyens, ce n'est pas une organisation. Zaki Hannache, c'est une personne, c'est un individu, il n'a pas une association, il n'a pas une organisation derrière lui, il est seul. C'est vraiment un travail titanesque qu'il a accompli. S'attaquer à un jeune comme Zaki Hannache, c'est s'attaquer à la réussite, parce qu'il a réussi là où on a tous échoué. Même nous, journalistes, nous n'avons pas fait le travail qu'a fait Zaki Hannache sur ce plan-là. Donc le pouvoir continue à attaquer tous ceux qui réussissent quelque chose dans ce pays. Zaki Hannache. Si tu permets, j'ajouterais que Zaki Hannache, c'est la mémoire de leurs méfaits, c'est la mémoire de leurs dérives, c'est la mémoire de leur répression, c'est surtout ça. Moi, je me souviens que Zaki Hannache, je l'ai rencontré pour la première fois le 1er juin 2019, quand on avait lancé le comité contre la répression. Et donc, il est venu, il a entendu parler de ça, il est venu. Et dès cet instant-là, il s'est impliqué dans le travail parce qu'au 1er juin 2019, nous n'avions pas encore de détenus, pratiquement. On s'était intéressé, si vous vous rappelez, aux détenus du 1er mars, des gens qui étaient oubliés. Donc, ce comité a été fait justement dans ce sens, pour s'intéresser un peu à ces détenus du Hirak, qui n'étaient pas détenus d'opinion et sur lesquels il y avait, on se posait pas mal de questions. Il y avait aussi les détenus du Mzab. Donc ça aussi était dans le... Et puis est venu le 21 juin, donc avec les premiers détenus du drapeau, ensuite la semaine d'après, etc. Et c'est là où s'est enclenchée donc, une dynamique dans laquelle Zaki Hannache s'est retrouvé profondément impliqué. C'est quelqu'un qui recueillait donc, les informations auprès des familles, etc. Et au fil du temps, il a quand même réussi à tisser un réseau de connaissances parmi les avocats, parmi les familles. Il y avait même des gens qui venaient à lui, c'est-à-dire pour donner des informations. Il faisait le recoupement qu'il fallait, et c'est-à-dire au bout, quand même, après 3 années pratiquement, les derniers temps,
surtout au mois de mai-juin. Donc il a beaucoup été affecté par la vague de répression et notamment par l'interpellation de l'Assouli, le Hadi Lassouli, qui était un proche, un ami proche. Donc ça l'a beaucoup affecté. Et c'est quelqu'un qui est d'une grande sensibilité. Peut-être on le voit, Zeki Hnaj, dans l'apparence d'être un mastodonte un peu. Mais au fond, c'est quelqu'un de très sensible. C'est quelqu'un qui peut qui peut s'enfermer pendant 2-3 jours parce qu'il a très mal, mais il ne l'exprime pas. Voilà, c'est un peu ça, Zeki Hnaj. Là où c'est moi ce qui m'inquiète dans cette histoire, c'est que à un moment on s'est attaqué à des gens qui ont fait le Hirak parce qu'on considérait que c'était soit une logistique, soit des agitateurs, soit des gens qu'on associait à Rachid, qu'on associait à ceci. Zeki Hnaj, lui, n'a rien de tout ça. C'est quelqu'un qui prend des informations, qui compile et qui donne des informations. Le plus souvent, c'est des informations qui sont à 99% justes. Parfois, il lui arrive de commettre des erreurs, donc de se tromper sur un truc, donc il rectifie rapidement. Mais à aucun moment, personne n'a dit un jour, ni une partie quelle qu'elle soit, que telle information donnée par Zeki Hnaj est fausse. Ça, mais je dis encore une chose, c'est que c'est terrible ce qu'il vivait parce qu'il était confronté aux familles. Je vous cite juste l'exemple la dernière fois sur ce plateau. Nabil Esmaïl avait donné l'information qu'un détenu de Barouaguia avait perdu la vue. Eh bien, Zeki Hnaj, lui, a donné le nom de ce... Bon, on s'est posé la question et puis par la suite, on a compris. Il a dit, écoutez, moi j'ai été harcelé par une dizaine de familles de détenus qui sont à Barouaguia, chacun pensant que c'était son fils. Donc il fallait au moins mettre si on veut, dans la gêne une famille, que 10 familles en même temps. Donc c'est pour ça qu'il avait donné... Parce qu'ils ne sont pas des milliers. Voilà. Ce sont une dizaine. Et je terminerai sur ça, c'est que ce 22 février, donc on sent l'absence de Zeki Hnaj sur la question des arrestations, des interpellations, etc. Mais pourquoi ça prend autant de temps, cette garde à vue? Pourquoi on met autant de temps pour le présenter devant le procureur? D'après les avocats, c'est pour encore trouver des accusations, des chefs d'inculpation, pour lui coller quelque chose. Pourquoi est-ce que ça met autant de temps? Sincèrement, moi je ne peux pas me hasarder dans des supputations dont je ne connais ni les tenants, ni les aboutissants, y compris les avocats, et personne n'est en mesure de dire quoi que ce soit. Maintenant, habitué à ce qu'on a déjà vu par le passé, etc., on sait que les services de police, de la police judiciaire, ils ont à leur disposition cette possibilité d'étendre la détention jusqu'à 6 jours et dans le cas d'affaires plus complexes, donc d'aller au-delà. Donc je pense qu'ils en profitent. Moi, j'étais sûr qu'il n'allait pas être présenté avant le 22, parce que ça risquait peut-être de... Il y a comme ça, je pense, des calculs, ou peut-être quelle que soit la décision, ça peut servir de prétexte. Donc, ils ont laissé après le 22. Et là, on tombe à 6 jours, on est dans les normes, c'est-à-dire la garde à vue, renouvelée 2 fois. Donc, on en saura plus. Donc, j'espère que demain... Alors là, on se met, pour terminer, on se met à souhaiter pour Zeki Hnaj, ce qui est paradoxal, un contrôle judiciaire, alors que le bonhomme n'a rien fait. C'est-à-dire que c'est vraiment... Sa place n'est ni en garde à vue, ni... Mais la question que tout le monde se pose, c'est que ça fait des années que Zeki Hnaj écrit sur les réseaux sociaux et documente sur les arrestations, sur les procès, etc. Pourquoi l'arrêter maintenant? Pourquoi? C'est clair que c'est une mesure de rétention. Ce n'est pas le travail qu'il fait qui est illégal ou qui dérange, mais tout simplement, c'est la personne qu'on veut arrêter pour ensuite lui trouver des accusations. C'est pour ça qu'on prolonge à chaque fois la période de garde à vue. On n'a jamais arrêté quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose. Tous les détenus d'opinion sont innocents. Ils n'ont rien fait d'illégal. Donc à chaque fois, quand on veut arrêter quelqu'un, on le met entre les mains des services de police. Ensuite, on leur donne le temps qu'il faut pour trouver quelque chose à mettre dans son dossier et le présenter chez le procureur. Maintenant, Zeki Hnaj est en train de vivre pratiquement la
la même épreuve, le même scénario. Pourquoi on ne l'a pas arrêté bien avant et on l'arrête aujourd'hui? Moi, je lis ça un petit peu au rapport onusien. Maintenant, parce que l'ONU commence à bouger, commence à harceler les autorités algériennes avec des rapports, avec des correspondances. Il y a même une mission onusienne qui va venir le mois de septembre. Donc, peut-être à la page où les informations que Zaki Hannesh publie sur sa page risquent de compromettre leur dossier, le dossier qu'il compte présenter aux représentants onusiens. Peut-être carrément, ils veulent effacer carrément cette page, ils veulent l'éliminer pour qu'il n'y ait plus de traces de tout cette... Sur Internet, rien ne se perd. Donc, ça peut avoir un rapport avec sa récente publication sur MIDZ, lorsqu'il a annoncé que l'affaire de MIDZ devant la justice française avait été reportée. Ça peut être en rapport avec ça. Ça veut dire parler de qui vous voulez, mais pas de ces gens-là. Donc, ils veulent lui mettre des garde-fous, ça. Peut-être oui, peut-être il y a ça aussi. Pour reprendre les éléments dont nous disposons actuellement, nous savons que de l'aveu même de Zaki, qu'il avait il y a quelque temps reçu la visite, donc les éléments civils se sont rendus chez lui, bien avant. Donc avant son arrestation. Avant son arrestation. Donc il savait que, bon, il était un peu dans le collimateur. D'ailleurs, la veille, le jeudi, il était là, on a discuté. Il m'a dit, écoute, ce qui doit arriver, arrivera, et puis c'est tout. Mais on ne s'attendait pas à cette sévérité. Maintenant, moi, comment je me l'explique? C'est que, quand même, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les services de police, et de police judiciaire notamment, il leur faut toujours un fil conducteur, c'est-à-dire qu'il suffit qu'un nom apparaisse dans un dossier, juste un nom, pour aller le ramener, parce qu'il est apparu, par exemple, dans un dossier. Maintenant, quel dossier, on n'en sait rien. Quelle affaire, on n'en sait rien. Apparemment, il est tout seul dans son dossier, puisqu'il va... Il n'y a personne d'autre qui est il n'y a personne d'autre qui est avec lui. Donc, qu'est-ce qu'on va lui reprocher? Ça, est-ce que c'est ses publications? Est-ce que c'est le ton? Et là, sur cette question, moi, je relèverai quand même qu'il y a des coïncidences. Tebboune qui parle il n'y a pas de détenu d'opinion. On a par exemple à Tlemcen une condamnation de la Ligue des droits de l'homme. Oui. Alors que c'est une section de la Ligue des droits de l'homme et on lui accole comme accusation association non autorisée, etc. Et là, c'est la Ligue qui est incriminée. Voilà. Donc il y a un changement de ton, c'est-à-dire surtout par rapport à la veille du 22. Zaki Hannesh fait partie si on doit illustrer ça, donc de cette campagne avant le 22. Donc c'est un peu un truc collatéral du 22. Tant mieux si ça s'arrête après le 22. Bon, mais... là on se met à espérer quand même, le minimum, c'est-à-dire au moins un contrôle judiciaire, ce qui lui permettra de garder sa liberté de mouvement. Alors, on attendra évidemment demain pour le savoir. Mis à part évidemment le dossier du 3e anniversaire de Hirak, l'actualité cette semaine a été marquée par beaucoup d'événements politiques, notamment ce remaniement, ou ce mini-remaniement si on peut dire. Bon, on s'attendait, il y avait des rumeurs qui parlaient d'un remaniement beaucoup plus important. Finalement, il ne l'était pas du tout. 2 ministres ont été changés, la culture et les finances. Donc, M. Ben Abdelrahman n'est plus ministre des Finances, en plus d'être Premier ministre. Comment vous avez interprété ce mini-remaniement ministériel, Mohamed Imanouraine? Bon, pour la ministre de la Culture, c'est un limogeage. C'est clair, c'est une réaction à ce qui s'est passé sur Facebook. Il y a eu quand même, la ministre de la Culture a soulevé un tollé sur Facebook avec une déclaration où elle dit que les Algériens réfléchissent en français pour s'exprimer en arabe, d'où leur problème les difficultés qu'ils trouvent pour s'exprimer. Est-ce que Tebboune a raison de limoger un ministre pour une déclaration?
dans une émission télévisée, moi je pensais une erreur, c'est pour ça qu'il l'a limogé, mais encore une fois, il se sent tellement faible qu'il réagit à Facebook. C'est vraiment lamentable qu'un président de la République prenne des décisions par rapport à ce qui se passe par rapport au buzz ou quoi que ce soit sur Facebook. Pour le ministre des Finances, le ministre des Finances a échoué. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'il fait encore comme Premier ministre? Parce que lui, c'est un financier. Il est venu comme ministre des Finances. Tebboune lui a donné le portefeuille de Premier ministre justement pour qu'il ait plus de liberté, soi-disant pour avoir plus de liberté dans sa gestion, dans la gestion du portefeuille du ministère des Finances. Maintenant qu'il n'est plus ministre des Finances, qu'est-ce qu'il va faire? Que peut faire Ayman Abdelrahman au Premier ministère, sachant que le Premier ministère est un ministère beaucoup plus politique. On doit l'attendre sur des sujets, des questions beaucoup plus politiques. Combler un petit peu l'absence de président quand il n'est pas là. Dans tous les pays, le Premier ministre est beaucoup plus présent qu'un président de la République. Dans tous les pays du monde, le Premier ministre, il est là pour les affaires quotidiennes, contrairement au président de la République qui est censé intervenir une fois. Vous considérez que c'est un peu illogique, ça veut dire que si on change le ministre des Finances, c'est que l'actuel Premier ministre... Il a échoué. Voilà, qu'il n'a pas réussi donc il n'a plus rien à faire comme Premier ministre. Oui, mais son prédécesseur aussi a été limogé, Abdelrahman Rawia, avant d'être rappelé. Comment vous expliquez ça? Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas la première fois que ça se passe, ça s'est passé avec Mohamed Arta, ministre de l'Énergie, ça veut dire limogé de son poste, puis on nomme quelqu'un à sa place, puis on le rappelle au même poste. Et on a rappelé pas mal de ministres qui étaient limogés, mais ça c'est une tradition dans le système algérien. On peut revenir même à des gouvernements bien lointains. On trouvera des ministres limogés et quelques années après ou quelques mois après sont revenus à leur poste. Ça c'est une tradition. Parce que les ministres en Algérie, on ne les nomme pas et on ne les limoge pas par rapport à leur bilan. Il n'y a pas un ministre en Algérie ou un premier ministre en Algérie qui a présenté un jour un bilan. Donc c'est une guerre de clans, c'est chaque clan, chaque groupe ou chaque groupe d'intérêt nomme ses ministres et perd ses ministres. C'est en fonction de l'évolution de la guerre des clans. Voilà. Pour Abdelrahman, le poste de ministre des Finances, c'est pour lui faire porter le chapeau peut-être du couac. T'as des taxes, les fameux trucs. Donc, moi, c'est un peu un fusible, un demi-fusible qui saute. Mais sinon, on sait que ce n'est pas un ministre, c'est pas un premier ministre qui a une. D'ailleurs, chez nous, ça a toujours été, c'est ça la caractéristique du régime présidentiel. Donc, un premier ministre n'a pas de. C'est un technocrate. Il n'est pas fait pour être premier ministre. Bon, un ministre des Finances, ok, mais pas premier ministre. Maintenant qu'il n'est plus ministre des Finances, je vois mal ce qu'il peut faire au Premier ministère. Est-ce que vous considérez que l'ex-ministre de la Culture a eu raison de dire « Les Algériens réfléchissent en français mais parlent en arabe » C'est une question qu'il faut poser aux linguistes, parce qu'effectivement, on a Katib Yassine, lui aussi, Katib Yassine réfléchissait en français, donc il a écrit en français, donc ça ne l'a pas empêché d'être algérien jusqu'à l'os. Donc c'est un faux, à mon avis, c'est un faux débat, donc ça ne tient pas la route. Ça n'a aucune sorte. Il y a heureusement des gens sur les réseaux sociaux. Par contre, on sait que jusqu'à, je ne sais plus si c'est le cas maintenant, que pour beaucoup de documents officiels qui étaient écrits en français, donc pensés en français et ensuite traduits en arabe. Donc il y a ça aussi. Bon, même dans les institutions, ça devait être une réalité. Beaucoup de rapports sont écrits parce qu'il y a des spécialistes, il y a des technocrates qui ne maîtrisent pas l'arabe. Il faut rappeler, heureusement qu'il y a des gens pour le rappeler, que ce terrible mouvement à la tête du ministère de la Culture, qui ont fait déjà un ministère totalement instable, avec 4 femmes ministres depuis 2019, alors que c'est un domaine extrêmement important. Comment on explique cette instabilité à la tête d'un ministère censé être important?
Ce n'est pas le ministère. Il y a deux ministères qui ne sont pas importants pour le gouvernement. Il est important pour nous, pour la société. Oui, nous, on considère la culture quelque chose de très important. Mais pour le système politique algérien, les seuls ministères importants, c'est le ministère de l'Énergie, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, les Affaires étrangères. En gros, et les finances, bien sûr. Mais le reste, la culture, le tourisme, la communication, etc., sont des ministères. D'ailleurs, comment expliquer que le ministère du tourisme maintenant est le monopole des partis islamistes depuis une vingtaine d'années? C'est pas normal. Quand donne le ministère du tourisme aux partis islamistes pendant toute cette période, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tourisme. On veut fermer le secteur du tourisme, tout simplement. Donc la même chose pour la culture. À chaque fois, on ramène des... C'est-à-dire, à chaque fois qu'on veut caser quelqu'un, on veut rendre service à quelqu'un, lui donner un portefeuille ministériel, on le met soit au tourisme, soit à la culture, soit à la communication. De toute façon, les ministères régaliens, c'est clair. Maintenant, par secteur, pour comprendre si un secteur est important, il faut voir l'enveloppe qui lui est allouée dans le budget de l'État. Point à la ligne. Un ministère des Moudjahidines est beaucoup plus important que le secteur de la culture dans son intégralité. Est-ce que vous considérez que ce mini-remaniement en prépare d'autres remaniements beaucoup plus importants, comme on peut l'entendre à droite et à gauche? À mon avis, c'est de mini-événements, enfin, sans grande... mini-non-événements, voilà. Parce qu'en fait, sur le fond, il n'y a pas de changement. C'est sur la forme, là on est en train de rafistoler à gauche, à droite, peut-être en tenant compte aussi de rapports de force du sérail, au sein du sérail, de placement de gens par rapport à un contexte, par rapport à une situation, mais essentiellement, par exemple, il y a quelqu'un dont tout le monde attendait le départ, c'est Kamel Rezig qui est là, inamovible. Alors que, y compris les députés, tu es à la cause de cette débâcle. Personne ne comprend encore le fait que... Alors, cette semaine a été aussi marquée, on l'a dit tout à l'heure, avec la suppression de ces nouvelles taxes qui étaient pourtant prévues dans la loi de finances 2022. Le président a été interrogé lors de cette interview sur cette suppression des taxes. Il a dit qu'il était à l'écoute des citoyens. Mais est-ce que vous ne considérez pas que c'est aussi un désaveu pour le ministre des Finances et Premier ministre qui n'est plus aujourd'hui ministre des Finances, mais c'était aussi une manière, avant le 22 février, une manière de gagner la confiance des gens, cette suppression des taxes aujourd'hui? Oui, c'est un président qui est toujours qui est fragile et il réagit à le moindre signal qui indique qu'il y a une pression sociale, pression dans la rue, possibilité de pousser les gens de sortir encore une nouvelle fois dans la rue. Il revient sur des décisions qui sont censées être irréversibles. Une loi de finances, elle est votée par un Parlement, on ne peut l'amender qu'avec une loi de finances complémentaire qui va passer aussi à nouveau par le Parlement. Mais là, ça se voit qu'il était pris de panique et il a pris cette décision de suspendre les taxes. Alors votre journal Liberté, puisque vous êtes journaliste à Liberté, avait été très critiqué par le président ce jour-là et même avant pour avoir dit que les autorités avaient reculé. Comment on réagit dans un journal lorsqu'on est pris à partie de cette manière par les plus hautes autorités du pays pour avoir fait son travail? On est vraiment bouleversé et déçu à la fois. Donc, c'est-à-dire, le journaliste aujourd'hui n'a même pas le droit de faire sa lecture des événements. Bon, pourtant, ce n'est pas une grosse critique. Ça ne demande pas grand-chose pour comprendre, pour dire qu'il y a recul. Ouais. Vous avez décidé des taxes. Mais un mois, 45 jours à peu près, un mois ou 45 jours, vous revenez sur vos décisions, donc c'est un recul. Bon, mais je ne parle pas, c'est le ministre de la Communication qui a parlé de ça, c'est pas le Tebboune. Tebboune a parlé de Khabar. Khabar qui a fait sa une sur un rapport des syndicats autonomes qui parle d'une baisse du pouvoir d'achat de 60%, à environ 60%.
Et il les a critiqués aussi. Donc il y a le président, le ministre de la Communication, le gouvernement d'une manière générale qui commentent régulièrement des unes des journaux, des titres des journaux, des photos des journaux. C'est fini. On ne peut plus faire notre travail. Les journalistes aujourd'hui ne savent plus quoi faire. Alors là, il ne s'agit pas d'une critique politique, c'est juste une critique sur les taxes qui ont été supprimées et des journaux n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent aujourd'hui. Comment vous avez réagi à ça, Zohair? C'est pas étonnant quand nous avons en face un pouvoir, un système qui aujourd'hui devient pratiquement... enfin, qui n'écoute pas d'ailleurs. D'abord, il n'accepte aucune critique. Si on prend l'opposition ne cesse de faire, y compris une sorte d'appel du pied pour sortir de cette situation de crise, etc. Et on a l'impression qu'il fait cavalier seul, qu'il avance à son rythme, selon ses desiderata, selon sa vision des choses. Et donc là, même à ce niveau-là, moi j'ai été étonné, je crois qu'on m'avait dit que le ministre de la Communication s'était étonné que tous les journaux aient dit que c'était une bonne chose, sauf deux journaux. Oui, exactement. Voilà. Donc, il y avait aussi, vous m'avez rappelé cette charge. Est-ce que d'un point de vue sémantique, d'un point de vue linguistique, d'un point de vue journalistique, tout ce qu'on veut, quand on prend une décision et qu'on revient dessus, c'est un recul. On a reculé sur... voilà, ça ne s'appelle pas. Maintenant, à moins qu'il n'affectionne les euphémismes, il aurait fallu dire, je ne sais pas, louvoyer, puis... Le ministre de la Communication, qui a donné une violente charge, avait dit que c'était une victoire pour l'Algérie et du peuple algérien, donc il considère que Liberté El Ouattane aurait dû parler de victoire. Applaudir cette... Voilà, ils auraient dû parler de victoire. Mais ce n'était pas le cas. L'activité politique cette semaine était marquée aussi par deux sorties médiatiques, celle du MSP. Je ne sais pas si vous avez lu le communiqué, le long communiqué du MSP concernant la situation politique en Algérie. C'était assez cash, cash de la part du MSP. Vous parlez de volte-face, mais je pense que d'une certaine manière, sur le volet politique, le MSP a toujours été extrêmement critique envers les autorités actuelles. Mohamed. Bon, le MSP, qu'on le veuille ou pas, quelle que soit sa ligne idéologique, il reste l'un des rares partis qui ont leur autonomie de décision. Ils ont leur propre politique, ils défendent leur place sur l'échiquier politique sans attendre le pouvoir. Ce n'est pas un parti issu du système, c'est un parti qui est issu de la clandestinité. C'était un mouvement politique qui existait dans la clandestinité, c'est le mouvement des frères musulmans des années 80, 70, etc., qui est rentré dans la légalité avec l'ouverture d'octobre 88. Donc il a cette tradition-là, et il est toujours dans cette tradition. Il fait ses calculs, il a ses propres calculs, sa propre stratégie, l'entrisme. Il participe au gouvernement, il participe aux élections contre la volonté de la majorité des Algériens qui ont refusé de participer à ces élections, qui ont continué à manifester dans la rue, rejeter les élections, rejeter tout le processus décidé par le pouvoir depuis la démission de Bouteflika. Eux, ils ont tourné le dos à tout ça et ils ont participé aux élections. Ça a été comment dire, ils ont payé cash cette position. Ils n'ont pas gagné grand-chose lors des élections locales et législatives. Maintenant, donc, ils doivent se repositionner pour défendre encore leur place. Sofiane Jalali, lui, a dit que... Pardon. Quand le MSP était au gouvernement, est-ce qu'ils auraient tenu pareil discours? Je ne pense pas. C'est quand même un parti qui, à un moment donné, cautionné le pouvoir, qui a marché notamment avec Bouteflika. Là, il se trouve qu'ils n'ont eu que pratiquement des miettes, c'est-à-dire un échec total. Mais dans ce communiqué, mais quand on est au pouvoir, c'est tout à fait normal qu'on va. Mais dans ce communiqué, le MSP dénonce aussi la situation politique, l'arrestation des journalistes, des chefs de partis politiques. Ils appellent à la libération exactement de toutes ces personnes. Je pense qu'ils veulent aujourd'hui, moi personnellement, je considère que c'est une position
Je ne sais pas. Pour moi, elle me semble un peu opportuniste, c'est-à-dire politiquement. Politiquement, ils font le choix. Ils font le choix de. Non, la politique, c'est l'opportunisme, Voilà. Zoher. Donc, eux, ils étaient au pouvoir. Ils défendent le pouvoir, c'est tout à fait normal. Ils défendent la politique du gouvernement, puisqu'ils ont adhéré. Maintenant qu'ils ne sont plus au pouvoir, ils sont dans l'opposition, parce qu'ils ont perdu les élections, qu'ils sont dans l'opposition, ils reviennent dans l'opposition aussi. Par contre, Sofiane Djellali a dit, lui, que le Hirak était une réussite, mais dans le reste de cette interview accordée à TSA, il a beaucoup critiqué le Hirak et les détenus d'opinion, Mohamed Ivanouh. Bon, pour Djellali Sofiane, j'ai lu quelques extraits seulement. Ouais. J'ai trouvé sa position, par contre, un peu... Elle est malhonnête, quoi. Et il parle de jeunes, pratiquement égarés. Il demande la libération le pardon pour ces jeunes-là, mais il les présente comme des jeunes égarés, manipulés par des adultes. Les gens qui ont déclenché la révolution, la guerre de libération, quand même, ils étaient plus jeunes que ceux qui sont en prison aujourd'hui, à cause de Hadi Lassoli n'est pas jeune. Il est assez majeur, il sait ce qu'il fait, il est en prison pour ses idées, pour ses convictions. Il n'est pas là, il n'est pas en prison parce qu'il a été manipulé par un adulte. Et je trouve que Djellali Sofiane continue dans son... Parce que Djellali Sofiane a dérapé depuis très longtemps. Et il s'attaque à tous les opposants. Il n'a pas besoin de s'attaquer. Tu as fait ton choix, tu es libre. Tu peux critiquer les idées des gens, tu peux défendre tes idées, mais sans attaquer les gens. Lui, il continue toujours à incriminer certaines personnes, il n'a nommé personne bien sûr, mais il continue à incriminer le Hirak et les leaders du Hirak, les gens qui ont émergé pendant ce mouvement-là. Moi, il y a quelque temps, ce que j'ai trouvé un peu presque loufoque et malheureux en même temps, c'est quand Gilles Jadid s'était fendu d'une déclaration où il disait en France, nous allons nous constituer partie civile pour tout Algérien qui serait victime de racisme, etc. Et ça avait fait un truc. Alors que sur des détenus, sur des arrestations, sur des interpellations, aucune position. Et là, donc, ce que vient d'affirmer Sofiane Djellali, confirme l'idée que, bon, en fait, Gilles Jadid, on l'a perdu depuis très très longtemps, donc voilà. Merci à vous d'avoir été les invités de ce Café Presse Politique. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Comme à chaque fin d'émission, nous témoignons toute notre solidarité et soutien aux détenus d'opinion sans exception. Nabil Mellah, Hadi Assouli, Abdelnour Abdeslam, Mohamed Tadjadid, ils sont tellement nombreux. Notre solidarité également avec Zaki Hannache qui est en garde à vue pour le 7e jour demain. Notre solidarité également avec nos 4 confrères en détention, Mohamed Moulouj, Hassan Bourras, Merzouk Touati et Abdelkrim Zghirish. Et évidemment, comme tous les mercredis, une pensée pour nos 2 confrères marocains toujours en prison. Omar Radi, condamné à 5 ans, Slimane Raissouni à 6 ans. Le procès de Slimane Raissouni à Casablanca se tient en ce moment. On s'attend à un verdict aujourd'hui ou la semaine prochaine. Rapidement. Oui. Je pense que c'est important parce qu'on l'a oublié. C'est l'interpellation ce samedi d'un citoyen algérien résidant au Canada, Zouaimi, donc Lazhar Zouaimi, qui est venu spécialement en Algérie pour rendre hommage à son fils mort il y a quelque temps. Et il voulait faire don il l'a fait donc d'une fontaine publique à la mémoire de son fils, donc qui s'est fait interpeller et dont les charges sont très graves puisqu'on l'accuse d'apologie du terrorisme, etc. Alors que le personnage est connu pour être quelqu'un qui se situe à gauche, c'est un peu comme Zghirish. Et toujours en garde à vue, c'est ça? Il est en mandat de dépôt. En mandat de dépôt, c'est quelqu'un qui c'est un peu le cas de Zghirish. Et c'est quelqu'un qui a fui au Canada justement parce qu'il était menacé par le terrorisme à l'époque. Donc voilà, j'estime qu'il fallait noter ça, ne pas oublier, ne pas passer sur ça. Et vous avez bien fait, on pense aussi à lui et à tous les autres détenus d'opinion. Merci pour votre fidélité. Une pensée également pour Amina Mellah, l'épouse de Nabil Mellah qui a perdu son papa aujourd'hui. Une pensée pour vous, Amina, et à toute votre famille. On se retrouve mercredi prochain sur Radio M. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter.